Tu m'entends? Yes, je t'entends. Ça va? Ouais, ça va et toi? Cool, très bien. Bon, super. Bah, du coup, merci d'avoir répondu à mon invitation. Normal. Du coup, là, c'est le deuxième épisode de notre série Let's Growth. Yes. Comme tu sais, dans cette série, on veut mettre en lumière des réflexions qui accompagnent le succès des entrepreneurs et celui de leur boîte. Et la finalité, en fait, c'est justement d'inspirer ces entrepreneurs et les entrepreneurs et start-upers qui veulent se lancer ou accélérer leur croissance. Toi, tu es, le cofondateur de Wikari, qui est une des premières startups au Sénégal, et en tout cas, la première qui a levé des fonds, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui. Comme je te disais, là, aujourd'hui, on va parler de comment on crée une boîte qui marche super fort à l'international. Ok. OK. Je te laisse te présenter en bref et nous dire en fait ce que représente Wikari en termes de nombre d'utilisateurs, de pays couverts, de nombre de salariés, chiffre d'affaires, etc. OK. D'accord. Let's go. Ben, voilà, je m'appelle Oumariam. Je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Wikari. Wikari, c'est une startup qui a été créée en 2012-2013. Une startup qui, au départ, faisait juste du transfert de colis et qui actuellement est présente sur toute la supply chain. Peut-être qu'on rentrera dans les détails après. Ouais, bien sûr. Donc, actuellement, c'est 6500 clients particuliers qui utilisent Wikari, 500 entreprises. Nous opérons depuis 3 continents, depuis l'Europe, l'Amérique du Nord et la Chine. Ouais. Nous livrons dans 4 pays en Afrique de l'Ouest, le Mali, le Bénin, le Togo, la Guinée et bientôt la Côte d'Ivoire. Voilà, donc en termes de chiffres, c'est ça. Ouais. Ok, ok. Ouais, donc là, c'est vraiment quelque chose de plutôt important au niveau international. On reviendra après dessus pour savoir comment tu t'es développé. Et finalement, en fait, comment est venue l'idée de Wikari au départ? Comment ça s'est lancé? Ok, l'idée de Wikari, en fait, c'est parti par 2 boîtes. Donc, Wikari, moi, Youssou et moi, c'est notre deuxième boîte. C'est notre deuxième boîte. On avait déjà lancé une première boîte dans la logistique locale au Sénégal avec un autre associé, un autre ami. Et Ok. donc, quand on a eu une petite période de baisse avec cette boîte, on cherchait à avoir de nouveaux marchés. Et avoir de nouveaux marchés, puisque le blocage était local, c'était partir à l'international. Et en même temps, on avait notre associé Olabisi, qui lui aussi, en ce moment, était en France et avait déjà un concept d'envoi de colis vers l'Afrique. Ok, Voilà. Donc, c'est comme ça que la collaboration a commencé entre 2 entités qui d'accord. étaient différentes. Ces 2 entités qui étaient différentes, mais c'est comme ça que la collaboration a commencé. Donc, tout ce qu'on faisait, c'était quoi? C'était prendre des colis, les envoyer par des GP et Olabisi les récupérer et les livrer à Paris. Et lui faisait pareil. Il prenait des colis en France, les donnait à des GP, arrivait ici, nous, on les récupérait et puis on livrait. C'est comme ça que ça a commencé. On prenait du tout et du n'importe quoi. On transportait du tout. Ouais, Ça, d'accord. c'était au départ, c'était mi-2012-2013. Ok, Et quelques temps après, ben, on a juste fait une remarque en voyant qu'il y avait beaucoup de colis qu'on transportait qui venaient des sites de vente en ligne. C'était du Amazon, du Cdiscount, du vente privée. Et voilà, on a flairé le truc, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire dans ce filon-là. Et c'est comme ça qu'un an après ou 1 an et demi après, qu'on s'est spécialisé sur les produits du e-commerce. Donc, à d'accord. partir de cette période, de début 2014, fin 2013, on disait à nos clients, achetez sur les sites Internet et nous, on vous livre à domicile au Sénégal. Donc, c'est D'accord. comme ça que c'est Ouais. parti. Ouais, donc finalement, vous avez réoptimisé aussi, réadapté le positionnement parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une demande un petit peu différente de celle auquel vous pensiez au départ et qui étaient vraiment des gens Exactement. qui voulaient qui achetaient sur des sites e-commerce en France notamment pour les faire livrer au Sénégal. C'est ça, notre offre, la solution qu'on a créée, elle permettait de réduire l'exclusion de l'Afrique du e-commerce mondial. Ouais. Pourquoi? Parce que bon, notre offre comprenait déjà une offre logistique, donc c'était le transport et la livraison à domicile, mais il y Mhm. avait aussi une offre de paiement pour ceux qui n'avaient pas de carte bancaire. On Ouais. leur permettait de récupérer le cash
et de payer pour eux avec nos moyens de paiement. Et donc, c'est un produit bien précis pour une demande bien précise. D'accord. Ouais. Tu vois? Ok. Voilà. Ouais, clair. Ok. Et du coup, donc pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet du business, comment ça s'est développé, au départ, est-ce que tu peux dire comment, en fait, avec quoi vous êtes lancé, avec quels moyens, comment ça s'est passé tout au début de Wikari? Oui. Ben, en fait, au tout début, bon, il n'y avait pas d'argent, comme d'habitude. Hein. Il y a- Souvent. Et Ouais. ce qu'on a fait, c'est que tout l'argent qu'on gagnait avec les petits transports qu'on faisait, eh ben, on le réinvestissait automatiquement. Parce qu'à un moment, Ok. il fallait investir beaucoup, il fallait commencer à recruter, il fallait acheter des ordinateurs, il fallait à un moment acheter des scooters ou même une voiture. Donc, tout l'argent qu'on prenait, on le réinvestissait automatiquement. Et après, on a aussi beaucoup été aidé par les tontines de nos mamans. Ok. Ouais. Donc, on s'est inscrit à 2, 3 tontines Mhm. qui nous ont permis de lever rapidement 1,5 million par là, 2 millions par là, 3 millions par là. C'était très bien quand on Ok. encaissait l'argent. C'était beaucoup plus difficile quand il fallait rembourser chaque mois, mais on, Bien sûr. C'est la mais on y est contrepartie, hein. arrivé. Ah bah ouais. Mais ça nous a vraiment beaucoup aidé parce que ça permettait d'engranger beaucoup d'argent d'un coup Mhm. pendant cette période et de faire des investissements et tout faire pour que cet argent revienne chaque mois pour que tu puisses rembourser tes crédits, Ouais. quoi. Et ouais. Voilà. Mais c'était voilà, on réinvestissait automatiquement tout ce qu'on gagnait. D'accord. Ok. Ça a duré sur quelle période à peu près? Ça a duré, on va dire, 2013, 2014, 2015, oui, Ouais, 2 ans. d'accord. Ok, Ouais. ok. Parce que vous avez comment vous avez assumé les premières années en fait? Parce que toi et les autres cofondateurs en fait, bon, vous aviez un job à côté ou vous étiez mis Waouh! à 100% là-dedans? Non. Ce qui était compliqué, c'est que, bon, nous, on était là, Youssou et moi, et Olabisi était encore à Paris. Ouais, Bon, actuellement, il est au Sénégal, mais pendant cette période-là, jusqu'en 2016, il était encore à Paris. ok. Donc, ben, on survivait. Hein. Nous, de notre côté ici, on minimalisait. Les charges étaient au strict minimum. Je Mhm. veux dire, toutes nos charges, bon, on n'avait pas de salaire normal, Ouais, mais on habitait ensemble. Comme on travaillait ensemble, il y avait le véhicule qui nous permettait de nous déplacer. On avait mutualisé plein de charges. Ça nous permettait de tenir. Voilà. Donc, c'est ça. Mais c'était pas si évident que ça. C'était pas si évident que ça, mais c'était un effort à faire pour nous permettre de réinvestir, comme je t'ai dit, dans la boîte. Parce qu'on aurait pu se dire, oui, on va se verser des salaires et puis bien ça va sûr. aller. Mais ça n'aurait pas tenu longtemps. Ok. La boîte Ouais, n'aurait pas l'idée pu le c'était de supporter. développer quand même la croissance de la boîte, faire quelque chose de Exactement. stable. Exactement. Ok. Donc, c'était un effort collectif, quoi. Que ce soit entre nous, les 3 cofondateurs, il n'y avait pas forcément de salaire. On prenait juste le minimum qui nous permettait de vivre. Et puis, on payait des salaires, on subvenait aux charges. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Et donc au début de Wikari, c'était juste France-Sénégal. C'est ça. Et là, finalement, à un moment donné, vous êtes dit, ou comment ça s'est passé justement pour ce développement international? Aujourd'hui, tu parlais de 3 continents. Oui. Donc, c'est vraiment devenu autre chose. Comment ça s'est passé un petit peu? Ben, en fait, on a suivi la demande. On a suivi la demande, mais aussi, on a eu la vision, quand on a vu l'explosion de Alibaba en Asie, Mhm. on a vu on s'est dit, il y aura de la demande à un moment ou à un autre. Donc, il faudra être prêt. Ok. Sur la Chine, c'était beaucoup plus facile. J'ai eu la chance d'y aller en 2013, je pense, oui, 2013. 2013, j'ai eu la chance d'y aller. Mhm. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai expliqué le concept de ce qu'on faisait et qu'on allait peut-être venir vers la Chine. Et il m'a dit, dès que vous êtes prêt, moi, je suis OK. Hein. Donc, j'ai dit, OK, je suis revenu, on a commencé, on a eu une première demande sur la Chine qu'on a traitée avec ce gars. Et Mhm. puis, au fur et à mesure, on a commencé à communiquer dessus, les clients ont commencé à venir. Et après, ben, voilà, on a fait le partenariat avec notre ami là-bas, qui Ok. actuellement nous représente toujours et qui aussi nous facilite beaucoup de prestations
et nous permet d'être, comme sur la France, d'être présent sur toute la supply chain. C'est-à-dire, un client qui va acheter en Chine aujourd'hui, on peut l'aider de l'achat jusqu'à l'arrivée du colis chez lui. C'est-à-dire, s'il veut payer, on peut payer pour lui, on peut recevoir le colis pour lui là-bas, on fait le transport international par avion ou par bateau. Arrivé ici, s'il faut dédouaner, ben, on peut dédouaner pour lui et après, on lui amène le colis chez lui. Voilà, donc c'est ce type de prestation qu'on offre sur les 3 continents. Sur les États-Unis, ça a été un peu plus difficile à cause de la partie réglementaire et aussi, on n'avait pas beaucoup de demandes sur ce segment. Donc, c'était un peu plus lent. Les États-Unis, nous, c'est très régulier juste depuis, on va dire, 2 ans. Juste depuis 2 ans. C'est le plus récent. Okay. Et voilà. Mais là aussi, c'est en train de prendre. Et on pense même à aller dans d'autres pays. Je pense à l'Inde. On pense à certains pays en Asie du Sud-Est où il y a de la demande logistique, où il faudrait créer des lignes, en fait. Oui. Ouais. Tu me parlais de Dubaï aussi, je crois que vous êtes… Oui, Dubaï aussi, on a fait des prestations sur Dubaï, mais sur Dubaï, c'est beaucoup plus compliqué à cause, en fait, la concurrence, on va dire, informelle est assez organisée sur la ligne de Dubaï. Okay. Voilà, donc la valeur ajoutée qu'on peut amener, elle est très minime comparée aux autres pays. D'accord, ouais, ok. Mais du coup, comment ça se passe finalement? Parce que là, tu es allé en Chine, tu as découvert, enfin, tu as trouvé un contact là-bas. Finalement, comment ça s'organise au niveau des pays émetteurs, donc dans lesquels vous avez une adresse, alors, la France, les États-Unis et la Chine. Comment ça s'est organisé? Quel a été le travail finalement pour que là-bas tout se mette en place finalement? Ben, en fait, c'était très difficile au début. Je commence par la France. C'était très difficile au début. Pourquoi? Parce qu'on gérait notre activité à partir de dizaines et de dizaines de feuilles Excel. Ok, ouais. Donc, c'était très compliqué. On a réussi à créer un système d'information qui nous permet justement de linker avec tous ces pays où on reçoit les colis et qui nous permet de suivre en temps réel notre activité. Que ce soit la réception des colis, le départ des colis par avion, par bateau, voilà. Tout ça, on arrive à le suivre avec nos systèmes d'information qui est assez, je ne vais pas dire assez unique, mais qui est en tout cas très adapté à ce qu'on fait. Parce qu'à un moment, on a cherché un système d'information. Bon, d'abord, il fallait un positionnement. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, c'est du e-commerce. En fait, on ne faisait pas du e-commerce. Les logiciels de e-commerce n'étaient pas adaptés à notre activité. On s'est dit, c'est de la logistique. Oui. On a vu que c'était de la logistique, mais très adapté e-commerce. Et sur le marché, il n'y avait pas d'outils tech qui nous permettaient de résoudre ce problème. Donc, il fallait forcément le développer nous-mêmes. Donc, voilà, c'est pour ça que notre outil est assez original. Il permet de faire du tracking tout en suivant les achats, en émettant des factures. Voilà, il est assez autonome et assez bien organisé. Et c'est ça qui nous permet actuellement de tenir, de gérer tous ces pays d'où les colis partent, mais aussi les pays qui reçoivent les colis. Que ce soit le Mali, le Bénin, le Togo, la Guinée, parce que c'est des offres différentes quelquefois, c'est des prix différents, c'est une facturation différente. Et donc voilà, le système d'information, ça nous a pris quand même un peu de temps pour le faire, mais on y est arrivé. On continue à le parfaire. On continue à le parfaire tout le temps. Ça, l'aspect tech est effectivement super important parce qu'au départ, voilà, c'était tout un travail de fourmi. Vous êtes une startup qui fait de la logistique, mais finalement, vous êtes une startup tech aussi. Ça prend à la limite le dessus par rapport à l'aspect logistique. Actuellement, ben, en fait, notre mission actuelle, c'est ça en fait. Ce qu'on veut, c'est simplifier la logistique africaine en utilisant la technologie. Donc, ça fait vraiment partie de notre ADN actuellement, la tech. Et on pense pouvoir créer d'autres outils tech pour la logistique, spécialisés sur la logistique. Ouais, voilà. Ok. Ben, vous avez, en fait, tout ça pour construire, parce que tu disais que tu as dû construire ça sur mesure, en fait. Comment vous avez procédé? Vous avez internalisé? Vous avez demandé à des prestataires externes de réaliser ça? Comment ça s'est un petit peu passé pour mettre ça en place? Oui, là aussi, c'était assez difficile parce qu'on a commencé par des
prestataire interne, mais on s'est rendu compte que ça n'avançait pas comme on voulait, c'était lent, c'était compliqué à gérer. Ouais. Du coup, on a commencé à internaliser. D'accord. On a commencé à internaliser avec un premier recrutement qui était suivi par, il y a une autre startup de Abdou Diallo qui te place une recrue tech et qui la suit, puisque nous, on n'avait pas de techos forcément dans notre équipe. Hein. Ouais. Et donc, ils nous ont aidés à manager cette première recrue qui était à la base, en tout cas, du système d'information. Et puis, à un moment donné, ben, on l'a suivi tout seul. Il a commencé à bien développer. On a fait un deuxième recrutement, recruté encore 1 ou 2 stagiaires. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Mais au départ, on a essayé d'externaliser, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ce n'était pas le modèle, en tout cas, qui était adapté à ce qu'on voulait. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à recruter. Ouais, compris. Et tu parlais tout à l'heure de, finalement, Wikaris, c'est des pays émetteurs, mais il y a aussi les récepteurs, finalement, qui sont le Sénégal, mais tu parlais aussi du Mali et d'autres pays qui sont venus après. Et finalement, comment ça s'est passé aussi? C'était une demande ou alors vous avez choisi vous-même d'aller directement dans ces pays-là parce que vous aviez senti le besoin? Oui, donc là, c'était pareil. Il y avait de la demande, mais même avant la demande, on se disait que c'était des pays limitrophes qui étaient assez similaires au Sénégal. En tout cas, sur le Mali, par exemple, on est très similaires sur nos modes de consommation, sur voilà, les habitudes. Ouais. Et on se disait qu'il y avait forcément quelque chose à faire. Donc, on a essayé une première fois sur le Mali. On s'est cassé la gueule parce qu'on pensait que, voilà, avec juste un peu de com sur le net, un peu de visibilité, que ça allait faire venir la chose, mais non. On a fait un premier test en 2017. Ça n'avait pas marché. Okay. On a attendu fin 2017 pour avoir les premiers vrais clients. Quand je dis vrais clients, c'est des gens qui font plus de 2 commandes et qui commencent à commander beaucoup plus chaque mois. Voilà, les premiers vrais clients sont arrivés en fin 2017. Mais en début 2017, on avait investi beaucoup d'argent pendant cette période-là au Mali, mais ça n'avait rien donné. Du coup, on a trouvé un partenaire sur place qui nous permettait, bon, qui aidait un peu à chercher des clients, mais qui surtout organisait la logistique à l'arrivée, c'est-à-dire réception des colis et distribution à domicile. Voilà, donc là, on a eu une opportunité avec une connaissance, ça s'est bien passé, on est toujours avec cette personne. Au Bénin, Togo, pareil. Et sur tous ces pays-là, il y avait de la demande. C'est-à-dire, à un moment donné, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes de gens qui voulaient se faire livrer dans ces pays-là. Donc, on a adressé cette demande. Ça s'est bien passé. Par contre, c'est des pays où on n'a pas encore accéléré. Pour l'instant, on laisse faire. Tu vois, mais on prévoit d'accélérer à un moment ou à un autre. On n'a pas encore accéléré. On laisse juste venir tout seul. Et puis, voilà. Sur la Guinée, par contre, c'est une de nos employés qui était ici à Dakar avec nous, qui a fait ses études ici, qui a trouvé son premier travail avec nous ici au Sénégal et qui a vu l'opportunité et qui s'est dit, ben, je vais aller ouvrir ça chez moi. Et elle est partie, on s'est associés sur place et puis voilà, c'est elle qui drive l'activité là-bas. Ok. Et ouais, du coup, c'est vrai que là, les fondateurs et les dirigeants de Wikaris sont au Sénégal. Et finalement, il y a quand même pas mal d'équipes et de personnes à gérer à l'étranger. Comment ça se passe au quotidien pour gérer ça finalement? Et en fait, sur notre modèle d'expansion, comme tu vois, on cherche toujours un partenaire local. Ouais. Toi, on pense que c'est pour l'instant, comme avec les questions de levée de fonds, de trésor, ça coûte beaucoup moins cher pour l'instant. Donc, ce qu'on fait, c'est un revenu sharing avec le partenaire local. Et lui, il va se tuer à trouver des clients et à assurer la prestation à l'arrivée, c'est-à-dire réception des colis et livraison. Et nous, en amont, on lui offre tout le service de tous les pays, que ce soit les États-Unis, la Chine ou l'Europe, le transport international, pour que ça arrive au port ou à l'aéroport du pays de destination. Voilà. Et donc, après, il y a un revenu sharing, ce qui nous permet, nous, de pouvoir gagner sur l'optimisation qu'on a faite à l'extérieur. Et l'entrepreneur local, plus il y a de clients, plus son chiffre d'affaires augmente.
puisque c'est une partie des revenus qui lui revient automatiquement. Ok. Ouais, donc finalement, Voilà. tout l'aspect tech, il est intéressant parce que justement, il est mutualisé pour tous ces pays-là. Exactement, c'est le même outil tech. C'est notre outil Ouais. tech qu'on utilise sur tous ces pays-là. Ok. Mais finalement, c'est eux qui choisissent, enfin, c'est eux qui se débrouillent pour faire les livraisons. Donc, ils ont leur manière de livrer. Ils sont vraiment totalement indépendants sur ces aspects-là. Exactement. Mais Après, en termes de… avec des standards qu'on leur a fixés. D'accord, ok. Donc finalement, il y a des chartes qui ont été créées justement pour Exactement. bien cadrer. Et eux, ils bénéficient de la notoriété de Wikari, du nom De la aussi, marque, j'imagine, parce que c'est Wikari aussi exactement. dans ces Et des pays-là. prestations, surtout, parce que le plus important, c'est en amont. C'est-à-dire le fait que le client puisse acheter et qu'on puisse recevoir son colis, que ce soit en Chine ou aux Ouais. États-Unis ou en Europe. Mm. Voilà. Et tout ça fait partie du package. D'accord, ok. Voilà. Mais dans la mesure où c'est eux qui assurent la livraison au final, la satisfaction client, elle reste là aussi. Le client, il doit recevoir son colis, il doit le On doit recevoir recevoir. son colis en bonnes conditions et dans les délais. Donc, tout ça, c'est dans les standards que je te dis qui ont été fixés. D'accord. Voilà. Ouais, Ouais. ok. Donc, c'est assez standardisé, on va dire. Si, on ne peut pas dire que c'est une franchise, mais voilà, c'est un modèle un peu hybride qui tend vers ça. Qui tend Ok. vers ça. Ouais, d'accord. Et du coup, on parlait de levée de fonds tout à l'heure. Ouais, Vous avez levé des fonds en 2017, je crois. c'est ça, ouais. Comment s'est passé en fait quel était l'objectif justement de cette levée de fonds? C'était tout nouveau en plus au Sénégal à cette époque-là, je crois. Exact. Ben, l'objectif, c'était déjà de formaliser l'activité. Ouais. Parce qu'avant cette période-là, on va dire du début jusqu'en en tout cas 2016, jusqu'en Mm. 2016, c'était complètement informel, tu vois. Donc, il fallait formaliser l'activité, il fallait recruter, puisqu'on on a eu de bonnes croissances. On a fait 100% de croissance pendant peut-être 2 ou 3 ans, pendant 3 ans, Mhm. 100% de croissance. Et pour continuer cette croissance, pour gérer cette croissance, il fallait recruter. Donc, c'était d'abord du recrutement. Un recrutement, de l'investissement. On est dans la logistique. Il fallait Mhm. des véhicules. Il fallait, avec le recrutement du matériel informatique et tout ce qui va avec. Donc, recrutement, investissement et formalisation. C'est pour ces raisons-là qu'on a levé l'argent. Ok. Et finalement, enfin, j'imagine que la demande a augmenté progressivement. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de la part de particuliers. Il y a quand même pas mal de demandes de la part d'entreprises. On y reviendra peut-être après, parce que ça, c'est quand même une part importante, enfin plutôt importante du business de Wikari aujourd'hui. Mais l'augmentation du volume, comment elle a été, est-ce qu'elle s'est faite vraiment d'un coup? Comment elle a été gérée du côté de Wikari en fait? Est-ce que ça s'est fait d'un coup après cette levée de fonds ou, Non, progressivement? non, je pense que c'était progressif. C'était Ouais. progressif. C'est plus l'augmentation avant la levée de fonds qui nous avait un peu surpris, où là, c'était allé très, très vite. Ok. C'était allé très, très vite. Mais après la levée de fonds, on a commencé avec le recrutement, en fait. Ça s'est tassé. Parce que le problème avant la levée de fonds, c'est qu'on n'avait pas assez de personnel. Donc, D'accord. Mhm. on était 10 personnes, 10 personnes, dont 4 qui étaient dans la logistique. Donc, 6 personnes à vouloir gérer des milliers de clients. Ouais. C'était difficile. Avoir à gérer des clients avec des pages Excel. Donc, Ouais, c'était d'accord. très Ah oui, difficile. donc à cette époque-là, c'était encore les pages Excel. Exactement. Donc, c'est très difficile. Donc, justement, c'est avec la levée de fonds qu'on a réussi à créer le système d'information, à développer le système d'information. Ça nous a facilité les choses. On a recruté. D'accord. Là aussi, c'était encore plus facile. Donc, on s'est outillé, on va dire, pour pouvoir gérer notre croissance. Une Ok. croissance B2C qui est allée vite, mais c'est la croissance B2B, là aussi, qui nous a un peu surpris, parce que Oui. c'est vers fin 2017 qu'on a vu que voilà, il y avait de plus en plus d'entreprises. Et dès qu'on a créé le service B2B avec des sales spécialisés juste sur le B2B, là, on a vu ça a explosé. Ça a explosé et c'était surtout des demandes. À chaque fois, c'était vraiment des demandes différentes. Les B2B, ils ont d'autres problèmes par rapport au B2C. Voilà. Là, ils sont vraiment sur toute la supply chain. Il y en a un qui va te dire, je dois acheter, mais je ne peux pas payer. Mhm. Et quand on dit paiement B2B, c'est des gros montants. Ouais. Il fallait trouver une solution pour ça, parce que sinon, tu perdais la commande, en fait. Le gars, Mhm. s'il ne peut pas acheter, tu ne transportes pas son colis. Donc, on a trouvé des solutions de paiement à l'international.
Après ça, il y en a qui vont te dire, moi, je veux juste que tu me transportes mon colis. Tu me l'amènes, tu me le déposes à l'aéroport ou à la gare ou au port. Et après, le reste, je m'en occupe. On a eu des demandes comme ça aussi. Il y a des B2B qui vont te dire, ben, moi, mon colis, je l'ai déjà payé, mais il est au fin fond de l'Aveyron en France. Il faut Ouais, aller le d'accord. chercher. Là aussi, il fallait trouver le réseau qui nous permettait d'aller chercher ce colis-là. Et c'est ce qu'on a fait depuis la création de services B2B. On est capable actuellement d'aller chercher des colis au fin fond de la Chine, des États-Unis, parce qu'on a su tisser un réseau de partenaires assez intéressant. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le partenariat est super important dans ce cas-là, parce que c'est ce qui fait que ça fonctionne. Exactement. Donc, c'est des partenaires qui sont un peu partout dans le monde, qui nous permettent, qui nous facilitent vraiment le boulot, hein, parce que ça permet d'aller chercher des colis n'importe où, ça permet de les mettre dans un avion ou dans un bateau de presque n'importe où. Voilà, le réseau est assez dense et c'est quelque chose qu'on a construit au fil des années et actuellement, ça nous ouvre même des opportunités. Ouais, d'accord. OK. Et du coup, tout ça, finalement, c'est parce que il y a le B2B, est peut-être est venu comment en fait? Quelle a été la place finalement, du marketing et de la com dans le succès de Wikari? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'il y a eu vraiment un gros coup de boost créé par ça, par le marketing, la com? Bon, en fait, au départ, ce qui nous a vraiment aidé à avoir un peu de succès, c'est le bouche à oreille. Ouais, souvent. On n'avait pas forcément d'argent pour communiquer sur les réseaux. Donc, Ouais. quand nos premiers clients étaient satisfaits, Mhm. ils en parlaient naturellement autour d'eux et ça nous amenait des clients. Et on a capitalisé sur ça, sur les réseaux sociaux, Okay. en essayant d'avoir du contenu sur nos pages, du contenu assez original même, on va dire. Et voilà, ça a su créer une petite communauté Mhm. qui a continué à grandir naturellement. Bon, après ça, justement, après la levée de fonds, on a commencé à booster les publications. On a commencé à faire un vrai travail marketing, segmentation de la clientèle. Justement, c'est là où on a identifié les B2B. On a vu qu'il y avait des clients B2B, il y avait des clients B2C en fait qui avaient des commandes bizarres. Et quand on se OK. renseignait, on voyait qu'ils commandaient pour leur entreprise. Ouais, d'accord. Tu OK. vois, on a vu que la communication qu'on faisait sur le B2C nous amenait aussi des clients B2B. Mm. Voilà. Et le fait que les clients B2C qui ont testé, ils étaient satisfaits. Quelquefois, c'était des chefs d'entreprise. Ils se Mhm. disaient, ben, le service, il est bon pour l'entreprise aussi. Donc, je peux aussi tester pour l'entreprise. Et c'est comme ça que ça a pris. Donc, le marketing, la communication, c'était très important chez nous. Et même, je veux dire, marketing, communication sur les réseaux sociaux, sur Internet. De façon, D'accord. en fait, à 90%, je pense que toutes nos stratégies de marketing, communication, c'est sur Internet. En Ouais. offline, on fait quelques sponsoring, quelques apparitions à des événements, mais c'est tout. Mais ce qu'on dépense vraiment pour le marketing et la communication, c'est fait online. C'est Vous sur les utilisez réseaux vraiment les sociaux, réseaux sociaux et la puissance Google, voilà, de c'est ça. viralité. Ouais, d'accord. Ah ouais. Et du coup, ok, donc là, c'est quand même une belle histoire. Maintenant, c'est quoi la suite pour Wikari? Je sais que tu as, d'autres projets qui ont commencé et qui sont en cours, Oui, avec Anati, notamment. oui, Et, c'est ça. c'est quoi la suite pour toi? Donc, toujours, comme je te dis, hein, avec cette vision tech, essayer de créer des outils qui vont permettre de créer de la valeur pour nos clients. Et quand je dis clients, on va dire principalement B2B. Donc, Anati, par exemple, c'est un outil qui permet aux clients, aux social sellers, on va dire, les gens qui vendent sur les Mm. réseaux sociaux, Ouais, d'avoir un outil qui leur permet de faciliter leur livraison, de faciliter quelquefois la gestion de leur base de données clients, peut-être même la gestion de leur stock. Tu vois? Donc, c'est un outil qui a déjà été testé, qu'on continue à parfaire, mais qui, je pense, a une vraie demande, répond à une vraie demande. Mhm. On le voit. Et à part ça, il y a sur la partie internationale aussi, on fait du stockage pour l'international. Ok. L'international, c'est-à-dire le maritime, donc le dégroupage de conteneurs Mhm. maritimes. Mhm. Et dans le futur, en tout cas, notre vision actuelle, c'est de pouvoir créer des réseaux intra-africains. Parce que ce que Ok. je t'ai dit, tout le réseau qu'on a créé, c'était plus en dehors de l'Afrique. Ouais. Tu vois? Mais là, on est convaincu que les échanges africains
vont exploser. Les échanges intra-africains, ça va exploser, surtout avec le Free Trade Area qui va arriver, les accords de libre-échange dans le continent. Ouais. Il y aura de plus en plus d'échanges entre pays africains, déjà dans l'Afrique de l'Ouest, mais après dans toute l'Afrique. Et la création de corridors d'échange entre ces pays-là, c'est un très gros challenge pour nous. Donc, favoriser l'export pour nous au Sénégal. On a beaucoup d'artisans, beaucoup de gens qui font des trucs extraordinaires, mais qui ont du mal à les faire sortir de ce pays. Donc, voilà, ça, c'est des gros challenges. Et après, il y a le challenge tech. Hein. Toujours continuer à créer des outils tech pour faciliter les échanges, on va dire, dans la logistique. Voilà. Ok. Ouais, ça, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée qui permet d'automatiser et de suivre vraiment tous ces échanges-là. Ok. Donc, ouais, si je comprends bien, vous avez misé encore plus à fond sur la tech pour encore plus développer l'international et diversifier l'offre, que ce soit à l'intérieur du Sénégal ou en dehors, quoi. Exactement. Ok. Et ok, super, vraiment très cool. Et en dehors pour parler d'entrepreneuriat, en fait, en dehors de ce que toi, tu as vécu dans ton parcours, qu'est-ce que c'est les freins pour entreprendre pour toi au Sénégal actuellement? Les freins, on va dire, la première chose à laquelle je pense, ça va être le financement. Ouais. Mais pour moi, ce n'est pas le premier frein. Parce qu'une fois qu'on est bien accompagné, normalement, si le produit est bien, les fonds vont venir naturellement. Ok. Tu vois? Les fonds viendront naturellement. De quelle manière? Tu veux dire que les entrepreneurs doivent plus compter vraiment sur de la levée de fonds, non, donc sur l'investissement, ou alors vraiment… Ce que je veux dire, c'est que les entrepreneurs doivent se concentrer sur leurs produits ou leurs services. Et une fois que le produit ou le service est bon et qu'il arrive à atteindre le marché ciblé, bon, un entrepreneur, c'est toujours un hustler. Il va aller chercher de l'argent. Naturellement, il va aller chercher de l'argent chez des gens qui lui sont proches, chez des entrepreneurs, voilà. Et donc, si le produit est bon, les gens n'hésiteront pas à mettre un peu d'argent. Après, il y a la partie institutionnelle qui va arriver. Une fois que tu as un peu d'argent et que tu arrives à prouver de l'attraction, il y a des mécanismes qui sont actuellement mis en place pour pouvoir les aider. Ce qui n'existait pas quand nous, on commençait, tu vois. Je prends l'exemple l'ADER. Ça existe que depuis 2 ans, tu vois. Mais c'est des mécanismes qui sont là pour pouvoir aider les gens quand ils ont vraiment quelque chose, quoi. Quand on sent qu'il y a quelque chose, tu n'auras plus ce problème d'aller trouver 5 millions ou 10 millions pour pouvoir développer ton activité. Tu vois. Donc, une fois que l'entrepreneur est bien encadré jusqu'à avoir ce matching produit-marché, tu vois, ça peut être facile pour lui. Donc, après ça, j'aurais dit l'autre frein, c'est la formalisation. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est formel, on doit payer toutes les taxes, tous les impôts possibles et imaginables. Et ça, les gens ne sont pas prêts encore pour ça. Pourquoi? Parce que, exemple, hein, au Sénégal, on a un impôt qui s'appelle l'impôt minimum forfaitaire. Une fois que tu ouvres ta boîte, que tu aies fait du CA ou pas, à la fin de l'année, il y a un montant à payer. Ça, les gens ne sont pas encore prêts pour ça. En tout cas, ce n'est pas adapté aux startups qui peuvent avancer pendant longtemps sans faire quelquefois de chiffre d'affaires ou faire des chiffres d'affaires intéressants. D'accord. Donc ça, c'est un frein. Et c'est un serpent qui se mord la queue parce que si tu n'es pas formalisé, c'est quelquefois difficile de lever des fonds. Tu vois, donc ça tourne et puis je pense que les pouvoirs publics devront essayer de s'adapter, on va dire, à ce nouveau challenge que sont les startups. Donc ça doit y avoir vraiment un engagement à ce niveau-là et finalement une information à prendre du côté des entrepreneurs. Il faut qu'ils soient informés de ça et qu'ils savent que voilà, il faut provisionner, il faut pouvoir penser, il faut payer ce genre de frais, de charges. Ok. Et c'est quoi pour toi les qualités ou la principale qualité d'un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut justement pour que ça marche? J'imagine la détermination.
Bon, en général, hein, en général, un entrepreneur, ça doit savoir saisir les opportunités. Quand tu as des opportunités qui se présentent, il ne faut pas beaucoup hésiter. Ça, Ouais. c'est très important pour un entrepreneur. Mais quand on va dans le fond, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être résilient. Donc, résilient, je veux dire, c'est tellement difficile de créer une boîte qu'il y aura tellement de problèmes. Si dès qu'il y a un problème, tu arrêtes, tu n'iras pas loin. Parce que des problèmes, on va dire qu'il y en aura tous les jours. Mhm. C'est quelqu'un qui doit être résilient, qui doit être prêt à régler des problèmes, en fait, qui est là pour régler des problèmes. Ouais. Et pour faire ça, il faut beaucoup de discipline. Donc, un entrepreneur doit être très discipliné. De la discipline, je veux dire, oui, personnel, quoi. Faut vraiment être discipliné. Ouais. Voilà. Ok. Donc, je pense que la discipline et la résilience mis ensemble, ben, ça permet oui, en tout Ouais. cas, on a un bon bout pour être un bon entrepreneur. On a un bon début pour être un bon entrepreneur. Ouais. Bah, c'est toujours bien d'avoir aussi des exemples. Je ne sais pas si toi, tu as eu des mentors ou des entrepreneurs que tu admires qui t'ont aidé ou qui t'ont même inspiré. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des exemples pour capter ses qualités. Oui. Bon, au niveau, moi, les entrepreneurs que j'admire, c'est surtout ceux qui se sont faits au niveau local au Sénégal. Je veux dire, il y a des grands noms, des gens qui sont partis de rien, qui aujourd'hui ont construit des empires. Mhm. Bon, ça, c'est des gens comme, on va dire, M. Ngom de la Sedima, on va dire M. Sow de CSE. Voilà, et il y en a encore d'autres. Mais sur nous, ceux qu'on a vus et qu'on a côtoyés, je dirais qu'il y a Omar Sissé. Omar Sissé, le créateur de InTouch, qui était au départ avec le CETIC, qui a créé Teranga Capital, qui ont investi chez Wikari et qui aujourd'hui a créé InTouch. Ben, oui, c'est quelqu'un qui m'inspire par sa façon de voir les choses, qui nous donne beaucoup de conseils. Il fait partie de notre conseil d'administration. Et c'est vraiment quelqu'un qui, avec l'expérience qu'il a eue sur toute sa trajectoire, a su capitaliser et est en train de créer. Ben, j'espère que InTouch va exploser, quoi, être un gros truc. En tout cas, c'est parti pour. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, mais voilà, c'est quelqu'un que j'admire et que je respecte beaucoup. Ok, super. Donc des bonnes personnes à suivre. Ok, donc c'est des bons conseils aussi. Et finalement, là aujourd'hui, tu vois un petit peu ce que c'est que l'entrepreneuriat au Sénégal. Comment tu ressens la volonté d'entreprendre pour les jeunes au Sénégal? Est-ce que tu ressens qu'il y a une vraie évolution, un vrai engouement? Comment ça a évolué depuis Là, actuellement, on va dire que ça explose. Ouais, ça explose. Hein. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce que pour qu'un écosystème vive, faut qu'il se renouvelle en fait. Donc actuellement au Sénégal, on en voit hein, des jeunes qui viennent de commencer, euh, qui sont très, on va dire, très innovants Mhm. sur leur manière de faire et sur les produits et services qu'ils créent aussi. Donc l'écosystème est en train en tout cas d'être de plus en plus dense et c'est en train de se créer. On se rencontre plus, on se voit tous, tu vois, on essaie de tous voilà, échanger. Et oui, je pense qu'actuellement, en tout cas, ça devient de plus en plus facile d'être entrepreneur, pour être entrepreneur au Sénégal. Maintenant, on va voir, parce qu'à un moment, il faudra tirer un bilan, surtout par exemple avec l'action de l'ADER. Je pense que d'ici quelques années, il faudra voir qu'est-ce que ça a amené. Ouais. Est-ce qu'on a créé des champions? Parce que moi, c'est ce que... Il faut que le Sénégal arrive à créer des champions. Maintenant, parce que pour ça, il faut forcément que on va dire, le public, l'administration, ils mettent un bout. C'est ce qu'ils essaient de faire avec l'ADER, mais Mhm. on veut beaucoup plus. Ouais. Parce qu'on peut faire plus. Je pense que le potentiel du Sénégal en entrepreneuriat, spécialement dans l'entrepreneuriat tech, on a beaucoup de potentiel, mais il faut savoir saisir ce potentiel, capitaliser dessus pour créer de vrais champions qui vont aller se développer dans le monde entier. En Afrique d'abord, mais après dans le monde entier. Ouais. Ouais.
Ouais, totalement d'accord. Et je trouve que ouais, on a vraiment besoin de parcours aussi inspirants, récents et inspirants comme le tien. C'est clair que ça peut vraiment aider tous ces nouveaux entrepreneurs et effectivement en faire éclore et croître des nouveaux talents au Sénégal. Exact. Mm. Ouais, En tout cas, on en a de plus en plus et j'espère que voilà, on verra bientôt des champions, quoi, des vrais champions qui vont se développer rapidement et puis aller à l'assaut de l'Afrique, quoi. Mm. Ok. Voilà. Bon, super. Bon, en tout cas, c'était vraiment super cool. Merci beaucoup, Omar, pour avoir répondu à toutes les questions Ouais, c'est moi qui et, te remercie. et toute la force que tu peux donner aux nouveaux entrepreneurs. Et du coup, bah, toi, on peut te retrouver sur LinkedIn pour ceux Oui, qui veulent te suivre. exactement. Et, Je suis partout, hein. ouais. LinkedIn, Facebook, Twitter, je suis partout. Pareil, Wikari aussi sur Facebook. Exactement. Lucari, pareil, on est partout. Et puis, voilà, venez nous voir. Ouais, Quel que soit votre problème logistique, ben, on peut forcément vous trouver une solution ou au moins vous aider à trouver une solution. ouais, c'est ça. Ok, ouais, Voilà. super. Bah, en tout cas, n'hésitez pas, enfin, en tout cas, pour les gens qui vont voir cette vidéo, qui n'hésitent pas à mettre en commentaire s'ils ont des questions, pour nous dire s'ils ont aimé la vidéo. Ça serait super cool, même s'ils veulent nous dire s'ils ont envie qu'on parle de sujets en particulier ou qu'on aborde des thèmes particuliers. Qui nous disent. En tout cas, moi aussi, je suis disponible sur LinkedIn. Bah, voilà, tout le monde peut s'ajouter. Et je partagerai les annonces des prochaines vidéos, parce on va faire plein d'autres de ce type-là. Et voilà. En tout cas, vraiment, merci encore une fois, Omar Merci à toi. pour tout ça. Merci à Et ben, on toi se dit, et ben, à la prochaine, hein. ouais, on se dit à bientôt. Good. Ok. Merci. Au Allez, bye revoir. bye. Salut.